Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de m'accueillir et puis je suis vraiment contente d'être là, hein. Je suis toujours très emballée à l'idée, évidemment, d'échanger avec les collègues. Donc, je vous propose aussi de rester actif. Vous n'hésitez pas à clavarder ou même à prendre la parole si vous souhaitez. Là, l'idée, c'est pas que ça soit juste un monologue, même si j'ai organisé comme la fois passée à la demande express de Frédéric. Vous savez, c'est elle la boss de l'affaire, hein. Moi, je fais juste répondre à sa demande. Un temps d'échange de 30 minutes à la fin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pendant, des choses qui ne sont pas claires, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là la fois passée ou de ne pas le voir aussi, vous pourrez évidemment, n'hésitez pas à m'interpeller, hein. L'idée, c'est qu'on soit bien dans cet espace d'échange et de collectif. Alors, j'aimerais juste réactiver vos connaissances antérieures pour les collègues qui étaient là au mois de septembre. Quelques éléments qu'on s'est dit. Un élément important, c'est celui que je viens de vous mentionner, c'est l'idée que cette approche par compétence, c'est une démarche. Et donc, dans une démarche, on va avoir des étapes. Vous voyez ici, j'ai choisi d'illustrer celle que Loisy et ses collègues avaient comme mis en schématisation. Vous avez le premier gros rectangle hein, qui s'appelle AP pour approche programme. Et puis, vous avez le deuxième rectangle rouge. Hey, j'ai mes mots qui se baladent dans ma bouche. Je m'excuse, ça fait bleu. Pour approche par compétence. C'était pas très élégant, ça, et ceci est filmé. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on est bien dans une démarche où finalement, on va se penser comme un collectif. C'est là, vous le voyez, ce fameux projet de formation en haut, hein, qui est notre diplômé, et on va faire l'exercice avec chacune des formations qu'on va accompagner pour se dire, c'est qui mon diplômé? C'est qui l'étudiant qui sort? Dans le sens, qu'est-ce qu'il fait à la sortie de sa licence en éco-gestion, de sa licence en lettres, langues et civilisation, de sa licence en droit, de sa licence en biologie? Évidemment, l'exercice pourrait se décliner de la même manière au niveau du master et même au niveau des parcours doctoraux. Hein, vous comprenez, si on regarde la réforme de Bologne, elle était vraiment pensée dans une logique de développement de compétences au niveau premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc ça, c'est la démarche qui va nous permettre d'encadrer ces éléments-là. Et puis nous, aujourd'hui, on va rentrer dans cette approche par compétence à travers une petite lorgnette, une petite porte d'entrée, puis il faut que vous imaginiez qu'on va la décomposer et la faire progresser. Hein. Ici, on est dans une idée d'amener quelques éléments théoriques pour poser des cadres, mais les cadres, évidemment, ce sont des éléments liés à ce qui existe dans la littérature, à la pratique de ce qu'on a pu faire Frédéric, les collègues et moi dans d'autres milieux, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne sera pas en mode de bouger les cadres en se disant mais chez nous, on va rentrer par là, on va aller par là. L'idée, c'est de ne pas vous donner un espèce de cadre qui est rigide, mais de comprendre que le cadre nous sert de structure et de réponse aux besoins. La fois passée, on s'est dit, on a une obligation d'aller vers l'approche par compétence, on va l'assumer. Maintenant, donnons-nous l'occasion de transformer cette obligation en opportunité. Et aujourd'hui, on va rentrer, vous le voyez dans mon petit cercle rose, autour de ce qu'on va appeler les objectifs visés, les résultats d'apprentissage. Il y a une idée de se dire, mais si notre étudiant au bout de la ligne, c'est lui notre cible, comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, si vous regardez des guides de développement de l'approche par compétence, puis avec Frédéric, on va vous proposer du matériau, il y a des étapes qui vont être proposées. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre dans un ordre automatique. Ça veut dire qu'on va vous proposer une démarche pour qu'elle soit accessible, mais que si à un moment donné, comme équipe, on se dit, hey, nous, cette bulle-là, là, on bloque vraiment dessus, on va utiliser une autre entrée. Ça, c'est extrêmement important de se dire, ne perdons pas de vue là où on veut aller, donnons-nous de la rigueur et de la flexibilité à l'intérieur du processus. Donc, c'est l'enjeu vers lequel on s'en va aujourd'hui, mais pour cette conférence, je vais vous focuser sur les résultats d'apprentissage. Ce que j'aimerais par contre qu'on se rappelle, c'est qu'on est bien dans cette approche globale, hein, l'idée de le profil de sortie de nos étudiants, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment on décline donc ce qu'on souhaite par compétence, et puis rentrer dans le fameux référentiel de formation et d'évaluation. C'est un point important pour moi parce que ça, c'est l'espèce de mise en pratique justement de concrétisation de la démarche complète. Donc, on entre bien aujourd'hui un peu à l'intérieur de cette bulle
en entrant déjà dans l'idée de comprendre ce que sont les apprentissages visés. Bien évidemment, on va retraverser avec les équipes les éléments pour en arriver à se dire « je suis capable de définir mon référentiel de compétences », donc on va vous accompagner autour de ça. Mais j'aimerais aujourd'hui, juste pour pouvoir mettre les briques justement dans cette idée de partir de quelque chose qui existe, à la fois pour rassurer, pour nous permettre aussi de voir collectivement comment est-ce qu'on va aller atteindre finalement notre cible. Alors, si on pense en compétences, et ça c'est un élément extrêmement important pour moi, il ne faut jamais que vous perdiez de vue, même quand on travaille dans les différentes entrées, ce dont il est question. Donc vous voyez ici, je suis repartie d'un guide que je trouve plutôt bien fait, qui est celui de Georges Epoumet, qui s'inscrivent dans l'approche tardifienne de l'approche par compétences, c'est pas un secret, mais ça permet de partager un vocabulaire commun. La fois passée, on s'est dit que c'était pas toujours simple. Quel mot signifie quoi? De quoi il est question quand on se parle de la compétence? Donc, vous le voyez ici, la compétence, c'est vraiment cette idée de savoir agir complexe. Ça veut dire que je ne peux pas résumer la compétence à mes cibles d'apprentissage. Dans ma compétence, je suis dans quelque chose qui va être plus complexe. Je vais vous en remontrer un exemple après. Cette compétence, elle va donc être qualifiée avec des exigences dites observables. C'est ce qu'on va appeler les composantes essentielles. Elle va se développer dans des contextes spécifiques. Vous vous souvenez, la fois passée, on s'est dit la compétence, elle ne peut pas être pensée comme automatisée. Elle est bien toujours dans un espace spécifique, donc dans des familles de situations, comme vont les nommer Tardif et ses collègues, en adoptant des postures ou des responsabilités professionnelles de plus en plus complexes. Donc, on a une trajectoire de développement. Je vais me développer tout au long de mon parcours, tout au long de ma licence, tout au long de mon master, tout au long de mon parcours doctoral. Et ça va nécessiter des apprentissages dits transformationnels. Ce sont les fameux apprentissages critiques, et vous savez, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, qui vont être provoqués, c'est-à-dire qu'on va donner l'occasion aux étudiants de démontrer les apprentissages qu'ils ont réalisés par des situations d'apprentissage et d'évaluation, et on entrera un petit peu dans cette logique au cours des 2 prochaines conférences avec les stratégies pédagogiques, c'est-à-dire d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre, et dans la dernière avec les stratégies d'évaluation. Et on le sait, c'est l'une des pierres d'achoppement. L'évaluation, déjà en général, c'est pas quelque chose de facile. Puis nos collègues aussi qui se situent dans les buts actuellement, qui ont travaillé sur les SAE, savent que ça demande un certain travail, notamment dans la perspective interdisciplinaire. Et puis, ces éléments vont faire appel donc à une diversité de savoirs, savoir-faire, savoir-être, les attitudes, les comportements. Ce sont les ressources. Donc, les activités pédagogiques que vous allez proposer dans le programme, je parle des UE, mais aussi des activités claires que vous allez réaliser. Donc, les CM, les TP, les TD, les projets, les simulations, les présentations orales, tous ces éléments-là vont donc être des éléments qui sont des ressources. Ressources que l'étudiant va finir par intégrer, ou en tout cas le contenu des ressources qui y est travaillé pour en faire des ressources internes. Donc, si vous étiez là la fois passée, vous vous souvenez, il y avait une idée d'utiliser des ressources internes et externes. Et donc, c'est le sens aussi de toutes les sections d'enseignement, de tout ce que vous allez proposer comme activité aux étudiants. Pour devenir finalement un étudiant qui a développé les compétences attendues, vos activités vont permettre à l'étudiant de se développer. Donc, si on pense par compétence, il y a un élément important, c'est ce fameux alignement pédago-numérique. Vous vous en souvenez, je vous l'ai présenté la fois passée. Regardez mon petit étudiant. Mon idée, c'est bien qu'il rentre dans le pipeline. Donc, même en approche par compétence, il y a une organisation du programme de formation. L'idée, c'est pas de dire « Ah mon Dieu, on déstructure tout ». Non, il va y avoir une organisation et on va aligner cette organisation à la fois au niveau de nos UE et à la fois au niveau de notre programme pour que l'étudiant comprenne finalement dès le début où on va l'emmener. Et ça, c'est un élément important par rapport à la vision du diplômé. C'est celle que vous avez. Tout à l'heure, Denis soulevait qu'est-ce qui se passe si on a des visions trop ou très diverses. Donc, il va y avoir une discussion au sein de l'équipe pédagogique, mais ça veut dire aussi qu'on se commet comme équipe et qu'on présente à l'étudiant ce qu'on attend de lui. On attend un engagement de sa part, voilà ce qu'on lui propose, voilà les règles du jeu, mais
apprendre, ça demande des efforts. L'idée, c'est pas évidemment de dire on va, comme on peut parfois l'entendre, niveler par le bas. C'est pas ça l'approche par compétence. L'approche par compétence, c'est vraiment cette philosophie qui va nous amener à aligner nos différentes activités, mais en ayant une mise en lumière, une clarté sur où est-ce qu'on emmène l'étudiant et comment on va l'y emmener. Donc, il y a aussi un engagement fort quand vous allez présenter votre référentiel de compétences, puis les activités que vous proposez à l'étudiant de réaliser. Dans cet alignement, évidemment, pédago-numérique, la première question, c'est donc lui. Et moi, j'ai cette petite question pour vous. Qu'attendent-ils les étudiants d'une formation universitaire? Dites-moi ce qu'ils attendent, vos étudiants. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez prendre la parole sans bien à l'aise. Leur demander à eux. Céline dit de l'authenticité. Céline, est-ce que vous pouvez un petit peu m'en dire plus sur ce que vous mettez derrière de l'authenticité? Bonjour, alors je dirais peut-être une authenticité professionnelle, une authenticité aussi par rapport à quelque chose de concret, en fait, une démarche qui serait plus actionnelle que abstraite. Donc, une démarche actionnelle qui serait basée sur des savoirs et qui permettrait du coup de relier les savoirs et les compétences pour ne former qu'un. Céline, est-ce que vous pouvez me préciser dans quelle composante ou discipline vous êtes? Je suis ingénieure pédagogique du coup pour l'université Paris-Trésor. D'accord, merci. J'ai Olivia et puis Virginie, je lirai ton intervention. Oui, bonjour. Moi, je suis en économie-gestion mais je pense que l'impression que je vais partager avec vous, elle est probablement valable dans d'autres disciplines. J'ai l'impression qu'une partie des étudiants attendent de la formation universitaire qu'elle leur explique pourquoi ils sont là, en fait. Enfin, qu'ils arrivent avec peut-être justement pas une idée très claire des objectifs ni même de leurs propres objectifs à eux, et que c'est à nous de les aider dans ce chemin-là. Merci beaucoup pour le partage. Olivia, je vais rebondir après. Je vais juste laisser aux collègues le temps de répondre. Donc, Virginie, sur le clavardage, elle dit une formation qui leur permette d'accéder à un emploi à la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent partager d'autres éléments ou d'autres idées? Gênez-vous pas. Toutes les réponses, toutes vos idées sont bonnes. Vous connaissez vos étudiants. Soyez pas gênés, il n'y a que moi qui écoute. Donc, tous vos... un accompagnement vers la réussite, dit Judith. Intéressant cette notion d'accompagnement. Judith, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que vous mettez derrière réussite? Via ton micro, parce que ça va. C'est bon. Vous m'entendez, Christelle? Tout à fait. Alors, je disais à mes collègues que, évidemment, c'est un peu biaisé, puisque moi-même, je suis non seulement enseignante, mais aussi chargée de mission en innovation pédagogique. Et dans ce cadre, ça fait quand même un certain nombre de mois et d'années qu'on réfléchit à cette notion de réussite. Mais disons qu'au-delà de la diplomation et de l'emploi, il y a aussi cette idée d'acquérir des capacités, que la formation soit capacitante. Qu'il y ait de l'empowerment et que les étudiants soient en mesure de prendre en main leur cursus et au-delà des études, puissent conduire des projets, puissent mobiliser leur savoir dans différentes circonstances, par exemple. Ouais, j'ajouterais de les équiper à trouver leur place dans la société. Oui, il y a la dimension citoyenne qui nous semble importante à l'université. Et on pourrait ajouter aussi, parce que ça a été des objets de débat pour se distinguer des IUT notamment, c'est-à-dire que l'université, elle n'a pas vocation à former des gens qui soient uniquement opérationnels, même si les IUT ont bien d'autres enjeux que ça, mais on forme aussi par la recherche. Donc,
ça signifie que les réponses ne sont pas forcément toutes faites. On parlait hier de l'exercice des mémoires avec des responsables de formation. En fait, il y a une dimension d'enquête, d'observation, de développement de l'esprit critique qui paraît importante. Et parfois, quand on parle de l'approche par compétence, ça peut faire peur aux équipes parce qu'on a l'impression que c'est réducteur, qu'on va décomposer en fait les savoirs et les apprentissages en série de tâches, vous voyez, à cocher, et que finalement ça robotise un peu les choses. Alors que la dimension académique serait, outre le prestige, mais plus profonde, quoi. C'est assez intéressant, hein, puisque l'une des difficultés de l'approche par compétences que les enseignants soulèvent parfois, c'est le flou et le fait que ça paraît énorme en se disant mais comment est-ce que 4 compétences, c'est l'ensemble de ce qu'on fait, ça veut dire que je ne peux pas valider chacun des micro-savoirs. Et là, c'est exactement l'affaire inverse en disant oui, mais là, est-ce que c'est pas finalement trop de micro-savoirs? Donc, c'est drôle ce rapport A, et c'est effectivement dans cette difficulté du rapport A, et où est-ce qu'elle est l'inférence que je vais faire finalement par rapport aux connaissances, au savoir-faire, au savoir-être que les étudiants ont. On va pouvoir rebondir dessus. Denis parle aussi d'être agile, avoir une souplesse d'esprit pour s'adapter aux défis professionnels. Céline reprécise l'opportunité de résoudre des problèmes en ayant la possibilité de poser des questions et de remettre en question son apprentissage pour l'améliorer, toujours dans un objectif d'acquisition de compétences. Alors, on voit une diversité que vous soulevez déjà là par rapport à pourquoi ils viennent. Ça veut dire que quand on l'a dans notre tête, cette perception de se demander pourquoi nos étudiants viennent, eh bien, ça va forcément avoir des retombées ou des impacts même sur ce qu'on va lui proposer comme activité. Si on est dans une perspective d'avoir un emploi à la sortie, et c'est tout à fait exact, les étudiants souhaitent que ce soit à la sortie de la licence, que ce soit à la sortie du master, que ce soit à la sortie du parcours doctoral. Il y a eu la question de l'orientation qui a été soulevée. Si je me souviens bien, c'est Olivia qui le mentionnait. C'est vrai qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'étudiants aujourd'hui ne savent pas réellement pourquoi ils viennent à l'université. Vous allez voir, on va pouvoir rebondir dessus. Et ils s'attendent d'une certaine manière à travers cet accompagnement vers la réussite, mais aussi vers une orientation. Sachez que la recherche démontre d'ailleurs que les étudiants qui ont moins un projet professionnel ou qui ne savent pas beaucoup pourquoi ils viennent vont avoir des risques de ne pas réussir au sens large du terme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement échouer, mais ça veut dire que parfois, ils vont quelque peu, je dirais, se promener à travers de ce qu'on propose et vont avoir du mal à savoir qu'est-ce qui les intéresse. Il y a des étudiants qui vont néanmoins aller jusqu'au bout de la formation proposée. Il y en a d'autres qui vont changer, se réorienter. Et là, évidemment, on a aussi toute cette approche de comment on les accompagne dans une réorientation, parce que se réorienter, ça n'est pas un échec. C'est parfois la meilleure chose à faire, entendez-moi bien. Et c'est pour moi un des éléments qui me chicote des fois d'ailleurs quand on va noter uniquement le taux de réussite en licence par les gens qui ont été diplômés dans les 3 années. Parce qu'à mon avis, on passe à côté de toute une série de données au sens où se réorienter et même parfois faire un pas de recul puis se dire « Wow, attends, là, je suis venu ici, mais je ne suis pas sûre de ce que je veux ». Eh bien, c'est un moyen aussi de pouvoir se réorienter intelligemment, aller vers un autre type de formation ou même vers le marché du travail directement. Il y a effectivement cette idée, on va en reparler, de trouver sa place dans la société. Et c'est peut-être là un des éléments que tu soulevais, c'est des fois dans cette difficulté entre ce qui semble être différents savoirs. On a parfois des collègues qui se disent « Oui, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle que d'amener les étudiants à trouver leur place dans la société ?» Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, oui, on ne peut pas être uniquement vu comme un organisme qui dispense des savoirs qui donne parfois en plus l'impression aux étudiants qu'ils sont morts, non pas les étudiants, mais le savoir, parce qu'on leur présente, je ne me permettrai pas, parce qu'on leur présente ça de manière très, très linéaire, tu sais, en disant voilà, A, B, C, vérité, faux, blabla, blabla. Et on se rend compte que les étudiants ont parfois du mal dans ce fameux rapport au savoir. On va s'en reparler d'ailleurs. Et c'est là qu'on comprend aussi que les compétences, elles doivent être pensées dans quelque chose qui dépasse uniquement la question des savoirs dits disciplinaires. Parce que c'est souvent notre porte d'entrée. Mais c'est tout à fait normal. Si vous vous référez à ma conférence précédente, je vous disais, on a fait une thèse. Notre porte d'entrée, c'est
un savoir disciplinaire, un savoir qu'on va tenter de didactiser. Et là, finalement, on nous demande aussi d'aller se positionner sur d'autres éléments qu'on va amener les étudiants à développer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse se sentir déstabilisé par la démarche. Alors, si vous me le permettez, je vais vous partager une petite vidéo. Meet Susan. Susan is a 23-year-old computer science student at the university. Today she has a semantics lecture which she is really excited about. Susan likes to get to the bottom of things, to reach understanding. She often reflects on possibilities, implications, applications, and consequences of what she's learning. Susan is characterized by a preference for deep learning. She spontaneously uses higher cognitive processes. Faced with a curriculum, she basically teaches herself. In fact, we almost cannot prevent her from learning. But she is not our concern today. Robert, on the other hand, is. Now, where is Robert? Ah, there he is. Robert is also a Homo sapiens. Same age, also a student of computer science, and also has the semantics lecture today. However, Robert is a different type of student. His goal is not to achieve understanding. In fact, Robert doesn't really care about the learning in itself. His goal at university is different. His goal is to get a piece of paper and a handshake from an important man with gray hair, to pass exams, get a degree, and get a decent job. Robert is characterized by a preference for surface learning. He will only use higher cognitive processes if he really has to. He will cut any corner in achieving his goal with minimum effort. So I'm sure that you can all see that the familiar structure of a finite automaton can easily be interpreted as a labeled transition system where the configurations simply will be the states of the automaton. Let's have a look inside the auditorium to see how Susan and Robert are doing. Arrow, the transition relation will Let's look a little closer. Of the automaton. This is interesting. A bisimulation between two concurrent systems is a relation on the states, satisfying that for any two related states, if one system can perform an A action, the Now other let's system have a can look at perform an A Robert. action in such a way that the two systems end up When is the break? states belonging to the bisimulation. And we say that two systems are bisimilar if and only if there exists a bisimulation between the two systems. I just give you one example. If you think of a programming Here you might think that Robert is the only one to blame, that he's the only one responsible for his mediocre gain from the teaching. we can think of But Robert just has a different goal than Susan. instructions for describing He's merely responding to a system. constants. You have The statistics also carry an important message and suggest a different course of action. 20 or 30 years ago, there were mostly Susans at the universities. Nowadays, however, as student intake has increased dramatically, the Roberts now outnumber the Susans.
This makes for a considerable problem which is important to tackle for any responsible modern society. But before we deal with it, Robert's learning that is, we need to take a look at the situation from a different perspective. Let's see what the teachers have to say about our two students. Yes? Excuse me, could you tell me about Susan, please? Susan. Yes, Susan is one of our good students. She always does well, not only in my own classes, but I know that she performs well in all classes. She's truly one of our good students. Then what about Robert? Robert. You know, the guy... Ah, Robert. Well, he's one of our bad students. Notice how this labeling conveniently defers responsibility. In particular, we cannot do anything about it. It's just the way students are. Either good or bad. This good student, bad student perspective is also known as the blame the students approach to teaching, and is level 1 in John Biggs' 3 levels of thinking about teaching. A level 1 teacher is concerned with what students are. For him, the exam is a matter of sorting the good students from the bad. A level 2 teacher has the focus on the teacher and is concerned with what the teacher does. From this perspective, there are good teachers. I made an animation yesterday, and you'll see the information in blue coming up here. Bad teachers. For the proof of lemma 37b, assuming that proposition 21g holds. This perspective is also known as the blame the teacher's perspective. A so-called good level 2 teacher will attempt to arm himself with an armada of teaching techniques, tips, and tricks. There are many types of level 2 teachers. However, common for most of these, apart from having a teacher focus, is that the result is passive students. We need to engage and activate the students. And then she said, it was the transition system. Great teacher. Man, that guy was good. Yeah, but I didn't really get the point about the indexes, and I wasn't too sure about the rest either, but yeah, great teacher. As clearly demonstrated by our entertainer teacher, activation itself is not enough. A teacher at the most advanced level, level 3, is particularly concerned with what a student does before, during, and after teaching. That is, he is particularly concerned with the product or the learning outcome of the teaching. But before we can go there, we need to understand understanding. Eh oui, vous avez tous eu l'occasion de la regarder. Alors, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, à quoi ça ressemble les Suzanne versus les Robert dans vos enseignements en général? C'est quoi la proportion? Moi, j'ai de la chance parce que j'enseigne essentiellement en licence Infocom et dans les masters associés. Et la sélection s'étant déployée de plus en plus au cours des dernières années, il y a une proportion de plus en plus importante de Suzanne, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, ni le cas actuellement dans un certain nombre de formations de notre université, où les Robert sont ceux qui n'ont pas forcément obtenu leur premier choix. Ils viennent ici faute de mieux parfois. D'accord. Chez les autres collègues, ça ressemble à quoi? Dites-nous. Écrivez-le ou partagez-le, hein, sentez-vous à l'aise. Puis c'est une perception, hein, on s'entend. Les collègues sont en train de calculer le ratio de Suzanne et de Robert. Ou alors ils n'osent pas. Robert majoritairement chez Olivia. D'accord. Le Robert est majoritaire. C'est comme aux élections.
D'autres collègues où c'est différent? 70-30. 70-30. Pas tant l'appétence pour apprendre, mais des doutes sur l'emploi après. Ah oui, ok. Nutrition, 70 à 80% de Suzanne. C'est là qu'elles sont toutes les Suzannes. Chez Alice. D'autres collègues qui ont d'autres choses? Vous étiez des Robert ou des Suzanne? Souvent, chez les profs, il y a pas mal de Suzanne, hein, quand même. En langue pour spécialistes d'autres disciplines, pas choisi de continuer. Donc, Robert en majorité, probablement. Tu penses que chez les profs, c'est majoritairement des Suzanne? Moi, je pense que beaucoup de profs sont des anciens bons élèves. Pas tous, mais souvent, c'est un peu ça. En conformité, qui se sont sentis en adéquation avec le système à l'ancienne. Et en plus, les statistiques qui montraient qu'avant les années 2000, il y avait une moindre proportion de personnes qui suivaient des études supérieures. Déjà, ça, pour notre génération, c'est assez déterminant, il me semble. Ça va peut-être changer, ça va changer, c'est sûr. Il y a effectivement une transformation sociologique déjà par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que faire des études et est-ce que ça nous permet un emploi? Alors, il y a une question que Céline soulève, c'est est-ce que les Suzannes seraient capables de mettre en pratique les savoirs? Ça, c'est une bonne question. Elles peuvent l'apprendre aussi. D'accord. Tout à fait d'accord avec Céline, il y a des Suzannes scolaires incapables de mettre en pratique et des Robert extrêmement futés, dit Delphine. Mais imaginez un groupe juste de Suzanne, les gens en nutrition, là, 80% de gens qui ne cessent de te poser des questions tout le temps. Ça doit être épuisant, les Suzannes. Non, en fait, ah non, pitié. Moi, je n'ai pas été une Suzanne pendant très longtemps. Moi, j'étais une fabuleuse Robert pendant longtemps. En fait, on est tous Robert ou Suzanne à certains moments. On va être évidemment Suzanne quand on a peut-être des choses qui nous intéressent, quand on trouve la voie de ce qu'on avait envie de faire. Tout à l'heure, on a parlé d'orientation, quand on a un projet professionnel, quand certains cours nous allument vraiment, quand il y a des choses qui nous font vibrer. Et parfois, on est tous Robert quand on se dit minimum d'efforts pour le maximum de points parce que cette discipline-là, cette activité-là m'intéresse moins, cette compétence m'intéresse moins à développer. On est évidemment dans une transformation et c'est sûr qu'en général, plus on avance dans le parcours de formation, la licence, le master et le doctorat, on va avoir des Suzannes de plus en plus qui vont apparaître ou s'exprimer. C'est parfois aussi des Robert qui se sont trouvés et qui sont devenus Suzanne. Mais on a aussi des étudiants qui parfois étaient Suzanne et qui, parce qu'on leur propose, deviennent un peu Robert parce qu'ils se disent finalement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc, il faut qu'on soit aussi vigilant à comprendre qu'on est dans un monde en transformation. Et quand on est dans un monde en transformation, eh bien, en effet, notre proportion d'étudiants, elle bouge. Et tu soulevais tout à l'heure aussi deux phénomènes, le phénomène de la sélection. C'est vrai, quand on fait une sélection, on peut s'imaginer qu'on a plus de Suzanne. On choisit surtout des étudiants qui correspondent au profil de ce qu'on atteint. Et donc, on se dit, est-ce que c'est notre formation qui leur permet de devenir ce qu'on attend ou bien ils l'étaient déjà à l'entrée? Et souvent, on constate qu'on a fait un choix dès l'entrée. Et puis, on a évidemment Parcoursup, qui est un facteur qui va rentrer en ligne de compte, qu'on va moins trouver dans certains établissements, dans les grandes écoles, dans les classes prépa, qu'on va plus trouver à l'université. Donc, il y a aussi un enjeu par rapport à cette compréhension du pourquoi je suis là et parfois avec un faute de mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas allumer des lanternes, mais c'est parfois complexe. Il faut aussi comprendre que des fois, nous-mêmes, par le vocabulaire qu'on va utiliser, on se l'était dit la première fois, par la manière de présenter nos activités pédagogiques, on a du mal à ce que les étudiants comprennent ce qu'on va leur proposer. Alors, ça veut dire aussi qu'en connaissant notre environnement, en connaissant les étudiants, eh bien, on va pouvoir adapter nos stratégies, puis voir comment est-ce qu'on les accompagne pour comprendre la maquette de formation, pour percevoir les compétences et pour comprendre les stratégies à mettre en place
pour réussir à atteindre les fameuses cibles d'apprentissage. Et donc ça veut dire pour nous de repenser notre alignement sans se travestir, mais en ayant conscience que j'ai des contenus de formation, bien évidemment, j'ai un engagement en tant qu'établissement, j'ai une maquette, j'ai des éléments clés, j'ai des outils numériques, l'environnement numérique d'apprentissage et ce qu'on peut utiliser, mais je ne dois pas perdre de vue c'est quoi mes cibles d'apprentissage, c'est quoi les activités que je vais proposer pour y arriver et c'est quoi les stratégies d'évaluation en me rappelant que je suis dans un contexte de formation. Ils sont tous différents, donc je ne peux pas avoir du copier-coller au niveau de mes compétences, au niveau de mes cibles, parce qu'elles ne sont pas identiques. Par contre, il se peut qu'on ait des compétences communes ou même des acquis d'apprentissage qui pourraient être formulés de la même manière. On voit parfois des disciplines qui vont dire, moi, ce que les collègues ont inscrit en éco-gestion, ça marche bien avec nous aussi au niveau du droit. Ce que les collègues ont inscrit en chimie, on va avoir des éléments similaires en physique ou en mathématiques. Donc, on va aussi être dans cette perspective de mutualisation en vue finalement de penser un apprentissage des étudiants réussi. Donc, ça, c'est le cœur dans lequel on entre à l'idée de nos apprentissages visés et on s'en va maintenant rentrer un peu plus en profondeur une fois qu'on sait qui sont nos étudiants. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez quelques minutes pour penser à l'un de vos enseignements et que vous inscriviez sur un petit bout de papier, sur votre ordinateur, c'est quoi les cibles d'apprentissage que vous avez? Les objectifs? Oui, vous pouvez les formuler en mots objectifs, ça me va. Je vous laisse quand même quelques minutes. Là, ça prend un petit temps. Je vais rester en ligne avec vous, mais je vais couper ma caméra pour que vous ne soyez pas perturbés par moi. Alors, est-ce que vous accepteriez de me partager quelques-unes de vos idées? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit? À nouveau, vous pouvez le mettre dans le clavardage ou bien vous pouvez prendre la parole. Ne vous gênez pas. Ne soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaiteraient se lancer pour nous donner leurs idées? Silence. Vas-y. Il faut juste laisser le temps aux collègues. Ah, voilà, il y en a un. Bonjour. Pour le droit. Ah, pardon. Je laisse. Je prendrai la parole après, bien sûr. Super, je lis celle de Vincent et je te reviens. Donc, Vincent, il dit pour le droit, pour toutes les matières, je pense qu'il y a des cibles d'apprentissage communs. Avoir les connaissances, donc le vocabulaire juridique, les concepts juridiques, les règles de droit, soit en les apprenant, soit en étant capable de les chercher, code, livre, base de données juridiques. Comprendre les connaissances, savoir expliquer les connaissances ou hypothèses où le juriste doit parler à un non-juriste et se faire comprendre. Il peut parler à des collègues d'autres services ou à des clients. Traduire la situation factuelle en situation juridique. Utiliser des connaissances dans une démonstration juridique pour convaincre d'une position, ce qui suppose souvent d'articuler les différentes notions et règles, et si on pousse plus loin, faire une critique positive ou négative argumentée de la règle de droit. Oui, c'est ça, c'était long à taper. Vas-y, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, bonjour, c'est moi, Virginie. Alors moi, j'ai eu la flemme de taper effectivement aussi longtemps. Et donc, je vais le dire à l'oral. Donc, moi, je suis chimiste, donc je suis plutôt avec des étudiants scientifiques. Et donc, moi, j'ai effectivement pensé que la cible d'apprentissage, c'était d'abord que les étudiants, s'assurer que les étudiants avaient compris des phénomènes physico-chimiques, avaient bien la compréhension des phénomènes, puis à partir de la compréhension de ces phénomènes, puissent construire une démarche de raisonnement pour résoudre des problèmes plus ou moins complexes, selon le niveau des étudiants entre le L1 et le M2, mais en tout cas résoudre des problèmes plus ou moins complexes et at fine, avoir éventuellement même une réflexion critique sur les résultats ou sur les problèmes qu'on leur a posés. Mais ça partait un peu dans ce sens-là. Donc effectivement, déjà, vérifier qu'ils ont bien compris ce dont on leur parlait, ce sont souvent des phénomènes scientifiques, donc la compréhension, puis la construction du raisonnement et la résolution de problèmes.
intéressant. On voit que c'est un peu en écho avec ce qu'a partagé Delphine aussi sur le cours de mathématiques, où on voit une progression entre le fait d'utiliser des outils simples pour répondre à des questions dirigées, finalement interpréter des résultats pour augmenter en M2 vers faire preuve d'initiative, être en mesure d'ouvrir sur d'autres problématiques, sourcer correctement, c'est mentionné. Chez Céline, on voit aussi produire un discours oral et écrit dans un milieu pour la communication, comprendre et interpréter le discours, interagir en milieu professionnel. Donc, ce sont quand même, quand on regarde des cibles de haut niveau, sur un seul cours d'anglais pour les M2, par exemple, l'objectif initial, donner une conférence de 20 minutes en anglais sans lasser l'auditoire. Et donc là, on va décomposer effectivement la prononciation distincte et avec aisance. Il y a des éléments en lien avec la maîtrise de la grammaire et de la syntaxe, le vocabulaire spécifique, organisation des idées, méthodologie d'une présentation percutante, effectivement. En physique L2, Christophe y propose comprendre la théorie en décrivant les phénomènes, mettre en œuvre cette théorie, c'est pas du même niveau, connaître quelques domaines d'application, donner les bases. Donc, vous voyez, vous avez une diversité de ce qui est proposé. Ce sont effectivement des cibles d'apprentissage où on va voir normalement une trajectoire au fur et à mesure. Alors, j'ai employé spécifiquement le mot acquis ou cible parce qu'effectivement, quand on s'inscrit dans l'approche par compétence, on va souvent parler les acquis d'apprentissage, les apprentissages critiques, les acquis d'apprentissage visés. On pourra voir la formulation, mais vous allez voir pourquoi on est plutôt dans cette perspective-là. Alors, parce que, évidemment, j'insiste et je suis du genre à espérer que la chose a fonctionné la deuxième fois, j'ai une autre vidéo que je souhaiterais vous partager pour lancer un petit moment avec vous. Je vais donc essayer d'y retourner et de voir si ça marche ce que je veux. Je comprends pas. On me dit que les acquis d'apprentissage visés de mon cours doivent être revus. C'est quoi un acquis d'apprentissage visé ? On t'a dit quelque chose pour les objectifs de ton cours à toi ? En fait, on ne parle plus d'objectifs d'un cours, un terme jugé trop peu précis, mais bien des acquis d'apprentissage visés par le cours, aussi appelé AAV. C'est la traduction de Intended Learning Outcomes. Voyons, donne-moi un exemple des acquis d'apprentissage visés de ton cours. Voilà, mon cours vise à donner une introduction à... Stop. J'ai suivi le cours de Renard et je me rappelle la règle. Faire une phrase à l'indicatif dont le sujet est l'étudiant et comportant un verbe d'action. Tu dois avoir tout cela dans le cahier. Dans le cahier ? Bon sang, mais c'est bien sûr, tout est dans le cahier. Voici ici 5 règles. 1. Spécifier le public visé. 2. Spécifier le moment auquel l'acquis devra être atteint. 3. Décrire le comportement visé par un verbe d'action. 4. Décrire le contexte, la situation, les conditions dans lesquelles l'action doit pouvoir être effectuée. Et 5. Indiquer le niveau de performance à atteindre. Oui, c'est bien cela. Et on obtient un canevas standard. Toujours commencer par « À la fin de ce cours, l'étudiant est capable de… » Choisir un verbe d'action observable. Préciser le contenu. Et indiquer le niveau de performance attendu et renseigner la situation, le contexte. Et il donne même un exemple. À l'issue de la 2e année du programme d'études de Tatata, chaque étudiant sera capable de résumer correctement en français, par écrit, en moins de 30 minutes et sans aide extérieure, les idées principales contenues dans un texte scientifique ou technique de moins de 3 pages, écrit en anglais, et traitant d'un sujet abordé précédemment durant les études. Et il ne faut pas oublier que le verbe est un verbe d'action, observable, donc qui doit permettre à l'étudiant d'auto-évaluer son niveau d'atteinte de l'acquis d'apprentissage visé. Oui, une règle fondamentale pour bien écrire des acquis d'apprentissage visés est d'utiliser exclusivement des verbes d'action dont les effets peuvent être observés, mesurés et évalués. Par exemple, c'est difficile pour moi de montrer si j'ai compris un concept. Mais je peux facilement dire si je suis capable de l'expliquer et d'en donner un exemple. Pour bien choisir les verbes d'action, il est utile de se référer à une taxonomie qui se rapporte au domaine de l'acquis d'apprentissage visé.
C'est l'occasion de se rappeler qu'il existe 4 domaines principaux et qu'il ne faut pas se limiter dans les acquis d'apprentissage visés au seul domaine cognitif. La taxonomie la plus connue est celle de Bloom, Anderson et Kraftfall, qui se décompose en 6 niveaux. Je sais de quoi je parle. Reconnaître. Je sais en parler. Comprendre. Je sais faire. Appliquer. Je sais choisir. Analyser. Je sais apprécier. Évaluer. Je sais créer. Créer. Les acquis d'apprentissage visés d'une unité d'enseignement doivent être articulés au référentiel décrivant le profil de sortie du diplômé, en cohérence avec la contribution de l'unité d'enseignement au référentiel des acquis d'apprentissage visés du programme. Compréhensible par les différents acteurs, dont les étudiants, les collègues, les employeurs. Et univoque, une utilisation de termes non ambigus. Observable, il faut donc éviter les termes trop vagues comme connaître, comprendre, être familier avec, appréhender, apprécier, être conscient de. Cohérent avec les dispositifs de formation et d'évaluation, c'est-à-dire l'alignement pédagogique. Atteignable par l'étudiant, en regard des activités d'apprentissage que vous proposez aux étudiants dans l'unité d'enseignement. Évaluable, c'est-à-dire circonscrit, observable et mesurable dans vos dispositifs d'évaluation. Conforme au domaine d'apprentissage, cognitif, socio-affectif, psychomoteur. Précis quant au degré de maîtrise attendu et aux situations, conditions, contextes dans lesquels l'étudiant doit réaliser l'action observable. Réaliste, compte tenu des ressources disponibles et des capacités, les préacquis des étudiants. Et surtout en nombre limité, il faut aller à l'essentiel. Alors, les collègues, par rapport à ça, est-ce que vous avez, dans ce que vous avez nommé, dans ce que vous avez dit, dans ce que vous avez écrit, même les collègues qui ne l'ont pas écrit, est-ce qu'il y a des éléments où vous dites, tiens, moi, ça, c'est un élément qui m'avait peut-être, auquel je n'avais pas pensé initialement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de ces fameux acquis d'apprentissage sur lesquels vous vous dites, tiens, ce bout-là, j'y avais pas songé? Est-ce que ça fait remarque par rapport à ce que vous avez écrit? Est-ce que ça vous interpelle? N'hésitez pas à l'écrire ou à le partager. Si ça ne vous vient pas là tout de suite, ce n'est pas grave. On va revenir de toute façon. Là, on va revenir sur cette idée. Donc, il y a un élément important. Vous l'aurez compris pourquoi j'ai utilisé ici la notion d'acquis d'apprentissage. On est vraiment à qu'est-ce que les étudiants vont faire à la fin. C'est assez intéressant parce que quand même dans les cibles que vous aviez formulées initialement à penser à votre enseignement, on était bien déjà dans une posture qui s'adresse aux étudiants. Ça n'est donc pas une formulation sous forme d'objectif d'enseignement, mais bien d'acquis d'apprentissage. Donc ça, c'est un élément important. Et vous le voyez, ces acquis d'apprentissage, dans leur logique, on est dans la même perspective que le fameux alignement pédago-numérique dont on a parlé tout à l'heure. Le dispositif de formation qu'on va mettre en place, donc les ressources, les UE, les éléments de connaissance, les méthodes, les activités, on va les mobiliser pour atteindre les fameux acquis d'apprentissage visés. Et l'évaluation va nous permettre finalement de valider qu'on a fait ce qu'on disait qu'on allait faire. Ça, c'est un élément important. On y reviendra à la dernière conférence, mais c'est vraiment un élément clé. La manière dont vous allez formuler les acquis d'apprentissage, elle est importante parce qu'il faut, comme vous l'avez vu dans la vidéo, qu'ils soient mesurables. Donc, il ne s'agit pas juste de dire « Ah, je vais faire ça ». Et quand on va formuler parfois des acquis d'apprentissage qui soient un peu vagues, eh bien, c'est exactement ce que dit Denis. Il faut qu'ils soient observables. Par exemple, si je dis développer le sens critique, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je donne comme moyen pour développer le sens critique? Là, il faudrait que Virginie, elle nous dise, mais qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour que les étudiants développent leur sens critique? Là, on peut encore aller avec des éléments tangibles. Quand on entre dans des éléments comme faire preuve d'éthique, là, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on l'observe? Est-ce qu'on peut l'observer à travers une activité ou est-ce qu'on est plutôt à se dire, en fait, je ne peux déduire le côté éthique que quand je considère qu'il n'y a pas de comportement non éthique. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent parfois être difficiles et c'est là qu'on va travailler sur comment est-ce qu'on inscrit vraiment nos cibles et nos acquis d'apprentissage pour qu'ils soient tangibles et que je puisse à la fin dire
oui, l'étudiant, je peux considérer qu'il a acquis et qu'il a développé, qu'il a fait la démonstration des acquis d'apprentissage pour inférer les compétences, excusez-moi. Donc, vous le voyez, dans ma cible, c'est par les acquis que je vais pouvoir inférer le niveau de compétences développées par les étudiants. Donc, c'est extrêmement important pour nous, enseignants et enseignants-chercheurs, de savoir quels sont ces fameux acquis d'apprentissage. Oui, vas-y, David. Alors, en fait, c'est moi qui ai levé la main. Vas-y. Une remarque là-dessus, à la fois d'expérience et aussi pour parler, mais vraiment très, très brièvement avec un collègue de l'IUT. Parfois, on cherche à identifier, comme vous l'avez dit, la dimension tangible de choses qui ont l'air très subtiles. Et on se retrouve, donc en IUT, le collègue me disait, oui, mais parfois, parmi les compétences, il y a des choses vraiment, enfin, il y a toute une liste avec des choses qui sont très, des subdivisions, on va dire. Et quand on prend en main le cours, on ne sait pas bien ce que ça veut dire par là, parce que là, on parle des cours qu'on créerait soi et qu'on s'approprierait. Parfois, c'est un référentiel un petit peu coquille vide et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et à l'inverse, moi qui suis quand même assez favorable à découper les évaluations en critères et donc mesurer des compétences, la réalité, c'est que quand on observe, je vais donner un exemple pour que ce soit très concret, je fais organiser des débats dans un cours d'argumentation. J'ai expérimenté des fiches d'évaluation hyper détaillées et puis la réalité, c'est qu'en fait, je les écoute, je mets des plus et des moins dans ma marge en fonction, alors évidemment, on sait que c'est en fonction de l'éloquence, des références convoquées, etc. Mais sur le moment, dans le feu de l'action, il y a tellement de choses qui s'imbriquent que ça joue quand même pas mal avec nos intuitions et notre expérience, c'est-à-dire l'intériorisation de nos capacités à évaluer ce qui se passe. Donc, parfois, ça peut être un peu contre-productif d'entrer dans les détails. Enfin, je vous présente cette réserve. Voilà. C'est vrai, et en même temps, le danger de l'intuition évaluative, c'est qu'on a des biais relativement importants, en fait. Quand on regarde, on se laisse... Et ça veut dire aussi que l'étudiant n'a pas accès à ce que vous faites réellement. S'il souhaitait s'améliorer, il faudrait qu'il entre dans votre tête pour dire « mais ça veut dire quoi l'éloquence? De quel point de vue ?» Si je suis un étudiant avec un trouble du spectre de l'autisme, comment je perçois les signaux par rapport à l'intérêt du public, par exemple. Donc, ce sont des éléments qui vont poser question quand on est dans l'interjuge en réalité et dans l'intrajuge. Donc, on a quand même deux éléments clés ici en jeu. Non, mais absolument, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est parfois de l'artisanat. Bien sûr, en fait, on le vit tous, mais l'avantage, c'est que plus on va le travailler, plus on va avoir des chances d'avoir des choses qu'on positionne. On va toujours se garder une zone de souplesse, on en a toujours. Sauf que trop de souplesse, c'est aussi quand ce n'est pas vous qui donnez l'activité pédagogique, mais un vacataire, le fait qu'on va peut-être aller dans une direction très, très différente. C'est ce qu'on va appeler parfois comme étant l'effet maître. On n'a pas développé les mêmes acquis d'apprentissage si on ne s'est pas mis d'accord comme équipe pédagogique. Et là aussi, c'est un enjeu. À partir du moment où on donne une formation, on devrait s'assurer qu'elle soit... relativement du même niveau pour l'ensemble des personnes. J'ai vu récemment une équipe que j'accompagne où dans le même cours donné par deux personnes différentes, ni les contenus, ni les stratégies, ni les évaluations ne sont identiques. Ça pose une vraie question aux étudiants qui parlent de justice et d'équité, et je les comprends. Et en fait, là, l'établissement commence à se retrouver dans une position un petit peu délicate où on les questionne en disant mais comment ça se fait que c'est le même diplôme, même cours, même UE, même code, mais comme c'est pas la même personne, ils font pas la même chose du tout. On est très loin. Ce sont quand même des enjeux institutionnels, mais on pourrait y revenir entre cette zone de souplesse et cette clarté qu'on a. Parce que vous avez raison, et je pense que là, il va falloir aussi qu'on soit attentif à qu'est-ce qui est une compétence, qu'est-ce qui est une composante essentielle et qu'est-ce qui est un acquis d'apprentissage pour ne pas vivre uniquement avec une liste de croix à cocher.
en fait, il faut aussi reconnaître que comme enseignant-chercheur, on a souvent tendance à beaucoup surévaluer de petits éléments. Et c'est la question des SAE qui, normalement, nous remonte d'un niveau et dit « je ne suis plus obligé de tout évaluer puisque j'infère à travers une activité plus complexe des éléments plutôt de base ». Et ce n'est pas au sens simpliste du terme, mais bien dans la complexité, vous comprenez, de la tâche qui est proposée. Mais on pourrait en reparler parce que je sais que c'est un enjeu pour beaucoup d'enseignants. Denis soulève aussi une question. Il dit, on souhaite entre autres que nos étudiants soient plus curieux vis-à-vis de leur science. Comment faire? La curiosité se quantifie-t-elle? Eh bien, ça, c'est aussi une vraie question. Ça apparaît dans plusieurs programmes de formation, que les étudiants soient curieux. Sauf que c'est extrêmement difficile à observer. Donc, il va falloir traduire ce qu'on met derrière curiosité à travers des critères précis. Est-ce que c'est le fait que les étudiants consultent d'autres ressources, par exemple, que celles proposées par l'enseignant? Est-ce que c'est le fait que les étudiants dépassent les attentes? Est-ce que c'est le fait que les étudiants participent en classe par la formulation de questions? Il va falloir finalement développer par des critères et indicateurs cette question de la curiosité. Voilà un bon exemple. Ah, le système me dit que je fais un pouce, c'est bien, j'apprécie. C'est vraiment un bon exemple de compétence très difficile à évaluer. Et donc, ça apparaît régulièrement, mais quand on fait le tour des collègues pour savoir qui évalue cette curiosité et qu'est-ce que ça veut dire, eh bien là, on est beaucoup plus dans une phase de flottement. Donc, je suis assez d'accord. Et c'est parfois de l'ordre du souhait qu'on va avoir. Rappelez-vous aussi qu'il y a des choses qu'on peut travailler avec nos étudiants, mais qu'on n'évalue pas toujours. Je pourrais très bien, à travers une UE, travailler certaines choses, certains éléments de compétences que je vais leur demander de mobiliser, mais ça ne veut pas dire que je l'évalue. Donc ça aussi, ça va nous permettre dans la maquette de formation de voir qui évalue quels acquis d'apprentissage, parce que parfois, les acquis on va avoir l'impression qu'on les double ou qu'on les triple dans le même programme. Donc, il faut qu'on se pose la question de où est-ce qu'on les évalue pour ne pas être dans une répétition de ces fameux acquis d'apprentissage. Vous le voyez ici, c'est un exemple que j'ai pris, celui de l'INSA. On voit donc des acquis d'apprentissage qui soient énoncés sur ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de réaliser au bout, dans leur cadre d'une unité d'enseignement. Donc, on va avoir des attitudes, des savoirs. On reste que ici, il a inscrit des compétences. Moi, c'est le mot que je n'aurais pas mis, mais c'est leur manière de l'inscrire. Vous le voyez aussi qu'il y a vraiment une formulation qui est systématique. Je vous invite dans votre programme à être systématique là-dessus. C'est vraiment très aidant. On n'est pas obligé de réinventer la roue. On le voit bien dans le découpé qui est présenté par le Learning Lab à l'UC Louvain et l'UHA. Comment c'est efficace à partir du moment où on est sur un modèle. Quand on se disait on va se donner des exemples, c'est exactement ça. Et il y a évidemment un objectif, c'est augmenter la lisibilité que l'étudiant va avoir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous le savez comme moi, l'étudiant, c'est l'évaluation des apprentissages qui les intéresse le plus. Et quand on leur parle des compétences, eux aussi, ils ont parfois l'impression d'un certain flou. On en avait parlé la fois passée dans l'importance de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de la démarche. Cette lisibilité de leurs acquis d'apprentissage, elle va être importante. C'est ça qui nous permet de comprendre ce qui va être fait, et aussi pour les vacataires. Je sais que j'y reviens souvent, mais les vacataires, c'est quand même une grande masse de salariés de l'université. Ce sont des gens qui interviennent auprès de mes étudiants. Dans certains programmes de formation que j'accompagne parfois, on a beaucoup plus de vacataires que d'enseignants-chercheurs qui interviennent. Et c'est extrêmement important comme collectif d'amener les vacataires à entrer dans notre démarche, à comprendre ce qui est attendu. L'établissement, il a un contrat avec les étudiants, il s'engage, il est accrédité parce qu'il dit voici ce qu'on va vous amener à développer. Donc, c'est important aussi que les vacataires embarquent dans notre moule. Et c'est important parce que mon père a une très jolie expression qui dit « les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient irremplaçables ». Mais on est tous en fait égaux. Si vous disparaissez de l'université demain matin, moi, si je m'en vais, il y a quelqu'un d'autre qui va donner mon cours, mon activité pédagogique. Et on est dans la perspective où on peut aussi
partager un certain nombre de ressources qui fait qu'on va continuer à être, souvenez-vous, ma bulle numéro 1, mon premier rectangle rouge dans cette forme d'approche programme, où on n'est pas dans une logique de l'anarchie. Et je vous l'avais dit, je pense des fois, la fois passée, mais parfois on confond liberté académique et anarchie. Notre liberté académique, ça ne veut pas dire qu'on peut enseigner ce qu'on veut, à qui on veut, quand on veut. Imaginons notre collègue de physique qui se dise, moi, depuis cette année, je considère que la Terre est plate. C'est ça que j'enseigne aux étudiants. Ça ne marcherait pas. L'établissement ferait comme moi ou mon ami. Il y a quand même des postulats avec lesquels, en tant qu'établissement supérieur, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Eh bien, c'est la même chose quand on s'engage dans un programme. Il y a aussi une perspective qui est pensée pour permettre aux étudiants d'atteindre les cibles que nous avons. Donc, on va avoir, comme vous le voyez, de nombreux types d'objectifs d'apprentissage. On va avoir des éléments de connaissance, et vous en aviez cité. On pourrait avoir des éléments de compétences, mais il faut s'assurer qu'on ne soit pas dans un recouvrement. On va avoir des attitudes, des capacités, des aptitudes, des comportements, des qualités, des habiletés. Donc, ça nous offre de la liberté, nos acquis d'apprentissage. Mais on doit être systématique dans la formulation pour que les étudiants comprennent que c'est un acquis d'apprentissage et que nous, ce soit notre levier pour les évaluer, comme Denis le disait bien dans son commentaire, qu'ils soient mesurables. Donc, il y a différents éléments. Ils peuvent être de l'ordre du cognitif, du psychomoteur ou parfois on va l'appeler aussi du... voyons, le nom m'échappe. C'est l'idée du savoir-faire, ce qu'on va mettre en application. L'affectif et le socio-affectif, le métacognitif, c'est l'idée de réfléchir sur nos apprentissages. Et vous le voyez, il y a des exemples de taxonomie. Tout à l'heure, je vais vous en présenter 2, mais l'idée, c'est qu'on va donc amener l'étudiant dans différents domaines. Tout au long de son parcours de formation chez nous, on va toucher les différents domaines. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais il y a peut-être des formations où on a certains domaines qui vont être plus, j'y mets des guillemets, dominants. Effectivement, mais normalement, on va quand même être dans un espace où on a une forme de répartition. Là, vous pourriez me dire, oui, mais en droit, on ne fait pas de socio-affectif. Eh bien, ça dépend. Par exemple, j'ai travaillé avec une équipe où l'un des enjeux, c'était les étudiants ont de la difficulté avec une posture de professionnel en développement. C'est-à-dire que des fois, quand ils vont écrire à des avocats en exercice pour demander des choses ou à des juges, ils s'adressent à eux un peu comme des amis. Et là, on s'est dit, attention, en termes de comportement, en termes d'attitude, comment est-ce qu'on va se positionner? Comment est-ce qu'on va se présenter? Si je suis en travail social, quelle est la manière dont je me présente quand je vais dans une famille, par exemple avec la protection de la jeunesse ou chez le juge, je ne vais pas être habillée de la même manière, je ne vais pas utiliser le même vocabulaire. On a bien évidemment dans toutes nos formations le domaine cognitif qui est travaillé, les éléments de savoir, bien évidemment. Mais il faut qu'on s'assure tout au long de notre programme, finalement, qu'on va diversifier nos activités. Et là où c'est intéressant d'être dans une perspective collective, c'est aussi de ne pas porter seul l'ensemble de la responsabilité. Parfois, on peut se dire, ah bah tiens, moi j'ai cet élément plutôt au niveau psychomoteur, de savoir-faire ou même de mise en activité. On va montrer quelque chose, puis là je me dis, mais est-ce que c'est fait dans un autre cours? Tu sais, des fois, je vais me dire, peut-être que c'est évalué dans un autre cours, je ne suis pas obligée de le réévaluer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le mobiliser. Il faut que les étudiants comprennent qu'on est bien dans une mobilisation qui est de l'ordre, évidemment, d'un partage des activités. Alors, voici un exemple concret de déclinaison d'une compétence aux acquis d'apprentissage. C'est celui du référentiel de logopédie de nos collègues à Liège. Donc, si vous vous souvenez, je vous l'avais montré la fois passée, leur compétence, assumer la responsabilité de la prévention dans le domaine des troubles relevant du champ d'action du logopède. Ils ont défini leur niveau de développement. C'est quelque chose qu'on travaillera dans nos ateliers pratiques avec donc 3 niveaux. Je vous rappelle, c'est une formation qui s'inscrit sur 5 ans et qui ont les mêmes objectifs, donc de la licence jusqu'à la fin de leur master, avec 3 niveaux. Et pour chacun des niveaux, des acquis d'apprentissage. Et comme tu peux le constater, il y en a pas si tant que ça. Il y a une idée que ce ne soit pas une liste infinie d'acquis d'apprentissage, mais qu'on soit capable d'aller cibler les acquis essentiels qu'on va aller évaluer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres activités, mais à un moment donné, il faut qu'on se positionne sur ce qu'on considère un acquis d'apprentissage. Et là, permettez-moi de revenir sur cette idée qu'on a
des éléments clés. Je vous laisserai mon PowerPoint et vous pourrez voir la vidéo sur 2 taxonomies que je veux vous présenter rapidement. La taxonomie Solow et la taxonomie de Bloom. Est-ce que ce sont des taxonomies avec lesquelles certains parmi vous sont familiers ou familières? Juste peut-être me mettre un petit pouce ou me l'inscrire si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a une de ces taxonomies qui vous parle? Non, Vincent, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, c'est des fois des occasions. Non, pour Céline non plus. Super. Ah, Bloom du côté de Julie. Mais pas Solow. Effectivement, Bloom est plus souvent mobilisé que la taxonomie Solow. En réalité, Flavie aussi, Christophe Bloom est visiblement très populaire à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et c'est tout à fait correct parce que c'est celle qui est souvent la plus mobilisée. Et si vous vous en rappelez peut-être, mais Bloom, ça date de 1956. Hein. On n'est pas dans une jeune taxonomie, elle a été révisée entre-temps. Mais l'idée d'une taxonomie, c'est à nouveau un cadre. Je vous l'ai dit la fois passée, hein, moi je ne vends pas de tapis. Mais ce qu'on comprend avec l'idée d'une taxonomie, c'est que ça permet de nous positionner. Donc, il y en a peut-être certaines qui vont vous parler plus que d'autres. Puis vous l'avez vu dans le petit print screen que je vous ai sorti de la vidéo de Lucé Louvain, il y a d'autres taxonomies. Donc ça aussi, ça pourrait être en équipe de se dire, ben nous, il y a des taxonomies qui nous parlent peut-être plus que d'autres parce qu'elles répondent bien à ce qu'on est comme composante, à ce qu'on est comme programme de formation. L'idée, c'est pas que Frédéric et moi, on vous dise non, vous n'avez pas de choix, c'est celle-là que vous utilisez parce qu'on l'aime bien, mais c'est qu'on vous dise, par contre, vous ne pouvez pas partir avec rien du tout. Il y a des cadres qui existent. Comment est-ce qu'on s'aide dans les cadres? Les cadres, ils sont là pour nous aider, évidemment, en tant que collectif, à définir nos éléments. Alors, la taxonomie Solow, c'est vraiment celle qui nous permet de comprendre que l'information, finalement, se complexifie au fur et à mesure de la compréhension que l'étudiant a. On va avoir des choses qui vont être très, très simples. C'est quand on est dans un savoir qui est considéré comme extrêmement simple par les étudiants. Et plus on va l'amener loin face à des situations, plus l'étudiant va finalement être dans quelque chose de comprendre que le savoir, c'est rarement comme une suite de petits morceaux qu'on décompose. Et je sais que des fois, surtout quand on enseigne aux étudiants de première année, on se dit « Ah, mais c'est important de leur décomposer tous les petits morceaux et toutes les petites étapes. » Le danger de ce petit décomposé, si vous vous souvenez de mon schéma de la fois passée, c'est que des fois, ça donne comme toutes des petites photos à l'étudiant et quand il arrive à la fin, ben, il y a des photos qu'il a oubliées puis il a un album qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez espéré. Je vous avais aussi donné l'exemple du saucisson qui est reconstruit en enlevant certains bouts de tranche. Ce n'est pas tout à fait ça ce qu'on veut. Donc, ce que dit Solow, c'est, eh bien, il faut qu'on comprenne de proposer à l'étudiant des stratégies et des activités qui soient de plus en plus complexes pour lui permettre d'être plus critique, de comprendre les causes entre les morceaux, de générer des hypothèses, d'être capable de déduire des éléments théoriques à partir de ce qu'on propose. Et c'est vraiment ça, l'idée d'avoir des acquis d'apprentissage qui se complexifient au fur et à mesure. Vous connaissez Bloom, plusieurs l'ont dit, c'est vraiment celle-là dans cette logique de plus en plus complexe. Hein. Quand je vais dans une simple reconnaissance des savoirs, par exemple, cognitifs, où on se dit, ah ok, je sais que l'étudiant sait me répéter le théorème de Pythagore. Mais par contre, si je veux que l'étudiant aille mobiliser le théorème de Pythagore pour l'appliquer dans un problème qui est mis en œuvre, on est dans quelque chose de plus complexe. Par contre, ce qui est intéressant, si je monte dans cet élément-là de l'apprentissage, c'est de me dire, mais si l'étudiant sait l'appliquer, c'est qu'il l'a compris, et qui pourrait probablement me le répéter. Donc, je ne suis pas obligée d'aller valider chacun des stades. Peut-être que je vais lui demander dans sa trajectoire de développement, au début, d'être uniquement dans de l'application, mais qu'en L2, on va aller jusqu'à l'évaluation. Quand je suis en thèse de doctorat, je vais aller jusqu'à créer un produit original. Donc, vous voyez, j'ai une complexité qui va s'installer, mais ça ne veut pas dire que l'étudiant a perdu des éléments de connaissance. Entendez-moi bien, ça peut qu'ils ne s'en souviennent pas, ça peut que les apprentissages qu'ils aient faits parfois aient été en surface et donc qu'ils ne se rappellent pas qu'il a vu certaines choses, mais on est bien dans une complexité de nos cibles de formation. Les exemples qu'on a vus, notamment dans le clavardage, hein, les collègues qui mettaient de l'avant en disant ben, « moi, finalement, je fais un graduel dans ce que je propose avec quelque chose qui est de l'ordre de… au départ, utiliser des outils mathématiques simples et puis comprendre et interpréter des résultats, puis faire preuve d'initiative, on est dans une complexité. C'est vraiment ça la trajectoire de développement. Et donc, l'idée, c'est de le décomposer
À partir de ma compétence, je vais avoir mes trajectoires de développement et je vais formuler mes acquis d'apprentissage. Mes acquis d'apprentissage, ils me permettent aussi de m'assurer que l'ensemble de mes UE, finalement, elles vont être nutritives ou nourrissantes pour les activités que je propose. Et c'est évidemment là qu'on arrive au bout de la ligne, et je pense à nos collègues en IUT qui y sont déjà, avec les SAE, où on va, à partir des différentes ressources, des différentes UE, amener l'étudiant à les mobiliser. Est-ce que ça veut dire qu'on remobilise tout le temps? Non. Vous vous souvenez, une compétence, c'est un savoir agir complexe qui va nous permettre de mobiliser en concomitance une diversité de ressources, mais ça ne peut pas être l'ensemble du programme de formation. Même quand on réalise un mémoire professionnel, il y a quelqu'un qui le soulevait tout à l'heure, et même quand on le regarde à travers une thèse, on ne mobilise jamais la totalité des éléments de connaissance qui ont pu être appliqués. Il y a forcément des choses où on doit laisser tomber. Mais tout comme quand on fait un examen dit traditionnel sur une UE classique, vous n'interrogez jamais l'étudiant sur l'ensemble des choses que vous avez dites. Si le cours a duré 45 heures, il n'y a jamais 45 heures pile de contenu qui est repassé. De toute façon, il y a toujours une forme de choix dans ce qu'on va évaluer. Donc, on est aussi dans cette perspective-là autour des acquis d'apprentissage, dans une complexité grandissante au fur et à mesure de notre parcours avec l'étudiant. Dans cette idée-là, souvenez-vous que bien évidemment, je vais donc aller aussi avec l'idée que je ne suis pas que dans une perspective de savoir. Je sais que j'insiste un peu, mais c'est vraiment extrêmement important, vous l'avez vu dans le tableau et dans la vidéo, que les acquis d'apprentissage visés ne soient pas que du l'ordre du cognitif, parce qu'une compétence, elle est donc beaucoup plus complexe qu'un simple, j'y mets des gros guillemets et ça ne porte aucunement jugement sur le sujet, savoir. Dans cette idée, il y a quelques compétences sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Il y a l'idée qu'on est aussi dans des compétences qui vont être de l'ordre de l'épistémologie personnelle. Donc, c'est, je ne sais pas pourquoi, ah non, ça va, je pensais que ma référence avait disparu. Seehofer et Pintrich qui nous parlent de ça. C'est un peu ce que quelqu'un a souligné tout à l'heure dans l'idée de se distinguer, par exemple, par la recherche. Je me demande si ce n'est pas toi, Judith, qui a dit ça, mais l'idée d'un certain rapport au savoir, finalement. De comprendre que les savoirs, ça n'est pas dans une perspective de vrai-faux. Et ce que disent Hofer et Pintrich, dans un modèle qui date déjà, mais qui, à mon avis, est encore d'actualité sur certains points, c'est qu'on doit comprendre que finalement, on se situe toujours sur un continuum, de la certitude d'un bord entre une vérité absolue et un savoir provisoire, d'une certaine simplicité, l'idée des connaissances isolées, et c'est ce qu'on a dans une démarche quand on est découpé en UE. On va parfois avoir tendance à valider les savoirs de manière découpée. Ça peut être la même chose pour les savoir-être et pour les savoir-faire. Ce n'est pas uniquement dans le domaine cognitif qu'on a ce découpage et cet isolement. Et sur la nature de l'acte de connaître, quelle est la validité de la source, les sources externes, mais aussi les échanges que les étudiants ont entre eux. Donc, et avec vous, comment vos stratégies pédagogiques, elles permettent de faire émerger un certain nombre d'éléments de vérité, et puis la justification. À l'heure actuelle, on a un vrai enjeu, évidemment, autour des questions de justification ou de savoir où est-ce qu'on valide les éléments de savoir qu'on va trouver. Vous êtes comme moi, probablement que vous avez constaté que parfois Wikipédia a plus de crédibilité que vous. Ça ne veut pas dire que Wikipédia, ce n'est pas bien, mais ça veut dire qu'on doit aussi amener l'étudiant à prendre conscience qu'il faut aussi pouvoir être dans une perspective critique. Et la critique, c'est aussi ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'opinion un peu gratuite. Alors, ça ne veut pas dire que quand un enseignant donne son opinion, il a tort, mais on doit aussi être dans la perspective que l'opinion d'un spécialiste du sujet versus l'opinion de Donald Trump, ce n'est pas tout à fait du même niveau. Donc, c'est quand même important aussi d'avoir une perspective et d'amener l'étudiant à se positionner. Et ça, évidemment, ce sont des compétences qui sont complexes. Parfois, on va les considérer comme des compétences transversales. Évidemment, quand on est aussi dans des questions telles que la sensibilisation à la transition écologique, et je sais que c'est un enjeu important dans votre milieu, ça amène aussi les questions de, mais donc l'étudiant ne doit pas être juste dans une perspective de savoir cognitif. La transition écologique, elle ne passe pas
que par cette perspective-là. Comment on amène l'étudiant à développer ces autres éléments et comment est-ce qu'on est capable de formuler des acquis d'apprentissage qui touchent ce type d'éléments-là, notamment autour des enjeux de la transition écologique. Même chose quand on se parle des IA aujourd'hui, et puis cette image a été générée par une IA. L'idée, c'est, mais comment on amène l'étudiant, Denis disait tout à l'heure, en termes de curiosité. On pourrait avoir le même questionnement en termes de créativité. Comment on amène l'étudiant à dire, attends, l'enjeu n'est pas tant le fait d'utiliser l'IA, mais pourquoi tu l'utilises, comment tu l'utilises, qu'est-ce que tu lui donnes comme information. On peut l'utiliser, mais ça nous amène quand même un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Et là, on doit aussi amener l'étudiant à se poser ces questions-là. Est-ce que ça fait partie des acquis d'apprentissage que vous souhaiteriez valider que l'étudiant a développé? Ça veut dire que par rapport à ça, on doit l'amener à se poser des questions sur ce qu'on va appeler la littératie médiatique. Alors ici, j'ai repris le modèle de 2 collègues belges autour de cette question-là, mais l'idée, c'est de se poser des questions sur les compétences informationnelles. On a vu apparaître beaucoup d'éléments de compétences autour de ces questions-là, qui vont être parfois des compétences dites transversales dans les programmes. Donc, on peut aussi mobiliser à travers différentes activités pédagogiques. Quand on se parle, je pense en droit justement, où l'une des compétences d'un programme que j'ai accompagné, c'est assurer une veille juridique. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va voir dans la littérature spécialisée? Vous savez, la majorité des étudiants se disent « Ah, ben, je vais utiliser Google ou n'importe quelle plateforme, évidemment, de recherche. » En fait, quand mes collègues disent assurer une veille juridique, ils pensaient plutôt à la mobilisation de la bibliothèque, évidemment, vous vous en doutez. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui, il y a une thèse qui a été réalisée là-dessus, mais sur les compétences informationnelles, il y avait de réels enjeux à amener les étudiants à comprendre quelles sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, les compétences informationnelles et comment on leur propose, dans une approche par compétences, de les développer. C'est un élément extrêmement important et qu'il l'est encore plus considérant la place du numérique aujourd'hui. Un autre élément de compétence, et ça aussi c'est une vraie question quand on va rédiger nos acquis d'apprentissage, la collaboration. C'est une compétence qui apparaît dans de nombreux référentiels, c'est une compétence qui est considérée comme l'une des compétences du 21e siècle dans de nombreux référentiels à travers le monde. Comment est-ce qu'on permet aux étudiants d'apprendre à collaborer? Où est-ce qu'on le développe? Où est-ce qu'on l'évalue? C'est souvent un objet d'évaluation, notamment dans les travaux en équipe, mais c'est rarement un objet d'enseignement. Or, si on veut rester cohérent dans notre alignement pédago-numérique, il faudrait qu'on puisse aider l'étudiant en ayant une vraie cible autour de la collaboration. Comment est-ce qu'on l'outille pour réussir à collaborer? Tout à l'heure, on parlait des enjeux de demain. Il y a quelqu'un dans le clavardage qui soulevait ça, de dire on doit se poser la question des enjeux de demain, des défis auxquels ils seront confrontés. C'est un élément. Alors, dans le clavardage, la difficulté pour les étudiants, il me semble, est d'arriver à construire des poupées russes multiples chaque année au fil des années. C'est effectivement un enjeu, même la visualisation de cette trajectoire de développement, elle est souvent complexe pour les étudiants parce qu'ils ont une vision, souvent, qui est peut-être liée aussi à notre manière d'enseigner ou de leur présenter, d'une maquette qui est découpée en petites briques d'UE, qui se parlent peu les unes vis-à-vis des autres, et qui se compensent en plus. Donc, des fois, l'étudiant, il a une vision qui est un peu erronée par rapport à ce qu'on attend de lui. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, j'enseignais un cours encore à l'époque à des étudiants dits classiques, donc ils n'étaient pas profs d'université, et je leur proposais de remobiliser quelque chose qu'ils avaient vu dans le cours avant moi, parce que je connaissais le séquençage de travail, et il y a une étudiante qui m'a dit « Vous n'avez pas le droit de nous interroger sur ce qu'on a fait avant ». Je dis, ça ne marche pas comme ça, ma belle. Ce n'est pas un découpage. On n'est pas en cumul d'éléments de connaissances, on est en intégration des éléments. Donc, on a un travail pour aider l'étudiant, vous avez tout à fait raison, à voir ce développement. C'est un enjeu pour l'amener à comprendre qu'on est bien en intégration et pas j'ai fait un contenu, année suivante, je passe au cours suivant. Julie, elle soulève, ne devrait-on pas désormais prendre en compte l'existence de l'intelligence artificielle générative dans la formulation des acquis d'apprentissage? Veut-on les préparer aux mêmes choses? Ah, je ne connais pas le lien, mais j'aime beaucoup. Je vais aller la valider. Effectivement, on doit... en fait, vous pouvez très bien utiliser les IA pour
acquis d'apprentissage. Moi, je n'ai pas de malaise avec ça. Par contre, ne faites pas confiance juste à la machine. L'humain, jusqu'à présent, est encore le meilleur pour juger de la pertinence. Donc, ça peut très, très bien être un outil d'aide. Si vous l'utilisez de manière intelligente, il peut produire des choses. Alors, c'est sûr que vous utilisiez ChatGPT, Claude ou un autre modèle, il faut savoir que dans sa version gratuite, la mise à jour n'est pas toujours extrêmement d'actualité. Donc, il faut quand même en tenir compte. Mais ça pourrait tout à fait être un point où on l'utilise. Et c'est vrai qu'on ne doit pas nier que les IA génératives vont exister. Hein. Même aujourd'hui, les chercheurs sur l'évaluation des apprentissages disent finalement, les produits finaux vont être de moins en moins originaux à évaluer. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le processus qui a amené à la production du produit pour s'assurer que l'étudiant ait compris parce que, et je vous donne à nouveau un exemple concret, j'ai une collègue qui est spécialiste de l'évaluation des apprentissages qui fait travailler les étudiants, l'équivalent d'étudiants en INSPE, sur la production d'une tâche d'évaluation qu'ils doivent proposer à des élèves du primaire. Elle leur donne un certain nombre de caractéristiques et ils doivent proposer une tâche authentique, de même que la grille d'évaluation critériée qui l'accompagne, c'est-à-dire leur cadre pour l'évaluer. On en parlait tout à l'heure avec Judith, puis on en reparlera au niveau de l'évaluation. Et la collègue considère que c'est une tâche complexe de haut niveau qui amène les étudiants à mobiliser les cadres de l'évaluation du programme de formation québécois, les attentes qu'il y a, les éléments par rapport à une tâche dans un contenu, par exemple en français ou en mathématiques, ou qui vont faire intervenir de l'interdisciplinaire. Donc, pour elle, c'est une tâche complexe que les étudiants doivent réaliser à la fin de leur cours. Et l'année dernière, elle a tenté de demander à ChatGPT de lui faire le devoir. En 16 secondes, elle a obtenu la meilleure planification avec la meilleure grille critériée qu'elle ait eue depuis qu'elle enseigne, c'est-à-dire un très, très grand nombre d'années parce que c'est une collègue fort expérimentée et elle était extrêmement interpellée par la situation. Elle m'a dit, tu te rends compte, ça veut dire qu'en fait, ces tâches complexes, authentiques, où je demande la prise en compte d'un certain nombre d'éléments, alors évidemment, elle l'avait fait avec une IA générative dont elle avait la version payante, mais elle lui proposait la totalité. Puis elle m'a dit honnêtement, ça me propose des ballons maintenant, honnêtement, je n'aurais pas pu ne pas bien noter l'étudiant face à ça. Donc c'est extrêmement interpellant et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas complètement l'éliminer de notre pensée finalement aujourd'hui. Et ça nous amène en effet à peut-être réinterroger les taxonomies. Tu as tout à fait raison. Merci Virginie, à bientôt et avec grand plaisir pour le différé. Puis si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à me poser des questions. Savoir poser les vraies questions, une vraie demande professionnelle. Tu as tout à fait raison Delphine, en fait c'est un enjeu et parfois nous comme enseignants on le voit d'ailleurs, hein, on essaye de poser des questions aux étudiants pour dynamiser notre amphi. Choisir des bonnes questions, rédiger une bonne question, c'est pas si simple. Je vous parlais de mon père tout à l'heure, je vais vous redonner un petit cue sur lui. Mon père, il n'est pas tout jeune, évidemment, il est dans le 75 ans passé, mais mon père va vous dire « Ah, mais on ne trouve jamais rien sur Internet, là, Google, là, je ne trouve jamais rien. » Vous verriez comment mon père pose une question à Google. Tu sais, c'est genre avec des mots. Dis-moi, Google, à partir de tel élément, penses-tu que si on prend en considération toute chose étant égale par ailleurs, c'est clair que Google, il ne va rien te donner. Mon fils de 9 ans, il fait OK, Google, recette de cuisine, gâteau au chocolat. Et mon père, il dit, mais comment il a fait pour la trouver alors que moi, mais parce qu'il ne sait pas poser une question intelligente à Google. Effectivement, ce sont aujourd'hui probablement des éléments de compétences qu'on va devoir travailler chez les étudiants. Et vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la mobiliser dans une perspective disciplinaire, parce que ça peut même être très intéressant, comme les compétences informationnelles qui sont parfois travaillées avec la bibliothèque en école d'ingénieur dans un projet de conception, mais ça va nous amener à travailler ces éléments-là. Et on ne peut pas indéfiniment dire « Ah, mais ça, c'est un acquis d'apprentissage qu'un autre collègue va faire ailleurs, moi, je ne m'en occupe pas. » Ça va être une vraie question, effectivement. Et tu as tout à fait raison, Julie. Les étudiants, nous aussi, on a fait une recherche sur le sujet. Les étudiants sont friands
de l'utiliser. Et pour être très honnête, on a aussi questionné les enseignants et les enseignants-chercheurs et ils reconnaissent utiliser pour une bonne partie d'entre eux les IA génératives, que ce soit dans la production de leurs cours, que ce soit dans la production de certaines de leurs évaluations des apprentissages. Et l'IA peut vous produire des leurres, par exemple, très intéressants dans les questionnaires avec des questions à choix multiples, que ce soit dans la rédaction parfois d'abstracts en vue de dépôt à une conférence, que ce soit dans un premier jet d'articles ou de chapitres de livres. Je vous garantis que les IA et les IA génératives sont très utilisées dans nos milieux. L'idée n'est pas de dire « Ah, il faut l'interdire, c'est mal », mais comment on l'utilise intelligemment, comment est-ce qu'on la repositionne. Alors, ça pose tout à fait la question, Denis, et tu la soulèves bien, de l'examen sur table en tant qu'évaluation finale. Le problème, c'est que ça nous limite quand même dans l'évaluation sur table à certains formats. Il y a des choses qui vont être plus difficiles à faire, donc on doit se poser la question de la pertinence entre notre cible d'apprentissage, l'acquis qu'on veut avoir, et l'outil et la méthode d'évaluation qu'on va emmener. Il y a certains établissements qui ont fait effectivement le choix de dire « Ah ben on va refaire tous des examens sur table et que ça ». Sauf qu'il y a des acquis d'apprentissage qui vont être difficiles à aller évaluer uniquement à partir de l'examen sur table. Donc on est bien dans une tension entre ce qu'on souhaite et les moyens qu'on se donne. À nouveau, l'idée n'est pas de se dire « Ah, on doit tricker le système jusqu'à ce que ça arrive, mais il faut qu'on soit conscient de notre cohérence. Donc, qu'est-ce qu'on met sur la table comme acquis d'apprentissage? Et moi, je pense que c'est l'occasion de ne surtout pas niveler par le bas, c'est-à-dire de réellement se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite faire, tout en ayant conscience des moyens qu'on va avoir. Julie dit, c'est en lien avec la PC, il me semble, à quoi est-ce qu'on veut préparer les étudiants? La mise en place de l'APC pour être l'occasion de revoir nos pratiques en profondeur. C'est exactement ça. Je vous l'ai dit, l'APC, c'est une démarche. Elle va nous donner l'occasion de nous asseoir sur qu'est-ce qu'on veut réellement au niveau de nos étudiants, c'est quoi notre cible au bout du chemin, comment on va y arriver dans notre cible et comment on va évaluer pour s'assurer qu'on a atteint notre cible, tout en ayant conscience que le monde a évolué. Les IA, aujourd'hui, des compétences diverses et variées, notamment autour de la collaboration. Toute la question qui est sur le fait que les étudiants vont évoluer dans différents milieux. On ne va plus être avec des étudiants ou très peu qui vont faire la même carrière pendant 40 ans, avec des étudiants qui vont revenir en nos murs en formation continue, c'est-à-dire comment on leur propose de poursuivre ce développement de compétences, avec des savoirs qui ne cessent d'évoluer, une recherche qui accélère. Donc, en effet, ça va être l'occasion d'aller revoir nos éléments de pratique. Céline dit comment modéliser ces acquis d'apprentissage quand on n'a pas été formé à l'utilisation de l'IA et qu'on n'a pas encore de recul face à cette IA. On doit s'auto-former. Est-ce qu'on peut déjà prévoir les compétences futures face à l'émergence de l'IA? En fait, ça, c'est un enjeu majeur. C'est vrai que cette question-là, elle va être au cœur de nos dispositifs. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments qu'on peut prévoir. Quand on regarde dans ce que sont les compétences du 21e siècle et ce rapport au numérique, on a quand même, je pense, des éléments. On ne pourra jamais être à la page des derniers développements. C'est l'un des enjeux entre ce qu'on est comme université, avec toute la rigueur qui vient de nous, tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre, tout le chemin entre la production d'une maquette de formation et l'accréditation et même la diplomation après de l'étudiant, mais on a vu apparaître dans le monde à l'heure actuelle tout ce qui touche les micro-certifications. Ces micro-certifications qui s'inscrivent dans une perspective parfois de micro-blending ou de les micro-learning aussi en médecine, où on va être vraiment dans une démarche de petits apprentissages rapides où l'étudiant va check, valider. C'est pas la perspective dans laquelle on s'inscrit. En tout cas, nous, en termes de formation initiale et continue à l'université, ça n'est pas notre posture, mais c'est un enjeu. Donc oui, on va avoir un espace où il va falloir qu'on se garde une certaine souplesse en termes d'évaluation continue de nos programmes. Et quand on se parle de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, ça peut être à la visée d'un enseignement, mais aussi d'évaluation de la formation. Il va falloir qu'on ait une certaine souplesse. L'approche par compétence, elle se veut un véhicule finalement pour nous amener à réaliser certains éléments et à se dire wow, il y a des choses qu'on va devoir réajuster. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de trop de listes de petits apprentissages, mais qu'on va bien parler de transformation. Alors, c'est valable dans un monde hyper connecté. Or, ils ne sont pas tous, et même parfois une obligation. On passe 100% de son temps, on passe pas 100% de son temps sur un ordi ou autre. Il faut savoir qu'on a
dans de nombreux établissements, fait au moment de la COVID des enquêtes sur les connexions des étudiants. Ils sont quand même très nombreux à avoir accès de manière assez facile à ces éléments-là. Mais tu as raison, Denis, on constate qu'il y a une fracture qui se lie, la fracture numérique, et ça n'est pas qu'au niveau des apprentissages d'ailleurs. On va le voir avec les personnes âgées qui des fois ont la perception de ne pas avoir accès à certains programmes de formation ou à certains accès à la banque, à la poste, parce qu'on a beaucoup passé en format numérique. Donc, c'est vrai que ça va être un enjeu, et pas uniquement d'ailleurs d'accès, mais aussi un enjeu par rapport aux aspects écologiques, parce que vient avec la question évidemment des intelligences artificielles, la question de la transition écologique, de ce que ça coûte, de l'identité numérique, de où vont nos données, de qu'est-ce qui est enregistré. Donc, on ouvre aussi une sphère ici de compréhension autour de ces questions-là. Ah ben voilà, Frédéric a dit, il y aura un café pédagogique sur le thème le 13 novembre au studio pédagogique. C'est vraiment une belle stratégie pour pouvoir le regarder. L'APC est par définition une démarche collective. Je serais curieuse de savoir combien d'équipes ont le temps de le faire, des réunions réellement pédagogiques. Alors, je ne sais pas à hauteur de votre établissement, évidemment. C'est l'une des interrogations dans plusieurs milieux. Puis, c'est drôle parce que récemment, je suis allée, il y a un projet nouveau cursus universitaire que j'accompagne à Bordeaux. Et un des éléments qui était soulevé à la fois par les enseignants et par les étudiants, c'était de dire, mais normalement, on a quand même des commissions pédagogiques où on est censé parler de pédagogie. Comment se fait-il qu'on a dénaturé ces espaces pour discuter de reste-t-il du papier dans la photocopieuse? Donc, c'est vrai qu'il y a un réel enjeu là-dessus. Et je pense que là, c'est aussi une démarche de l'établissement que de dire, on va donner du temps, on va reconnaître ça. Et je vous dirais qu'il y a des milieux où il y en a régulièrement, presque autant dans certains milieux que de rencontres recherche, mais c'est très établissement dépendant. Et je crois que des fois, quand on prend la peine de regarder déjà ce qu'on a à l'interne, les commissions, les espaces rencontres qui sont prévus, est-ce qu'on peut leur redonner clairement leur nature, c'est-à-dire du vrai temps, pour discuter de pédagogie et non pas discuter de choses alternatives. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu soulevé. C'est la même chose des fois dans les jurys où les collègues considèrent que c'est devenu une perte de temps parce que finalement, on est plutôt en négociation de choses qui paraissent moins liées aux apprentissages et aux réussites des étudiants ou à la discussion autour de certains dossiers que du cœur fondamental de notre mission. Donc, c'est un enjeu, effectivement, cette question du temps pour les étudiants. Au niveau de cet alignement, j'aimerais que vous repreniez quelques minutes par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a dans vos acquis d'apprentissage des choses où vous vous dites, tiens, maintenant avec tout ça, moi j'aimerais revenir sur certains éléments ou je re-questionne certains éléments. Est-ce que vous avez des choses que vous auriez envie de nous partager là tout de suite? Des choses qui continuent à vous interpeller où vous vous dites, ah ça... Oui, mais c'est toujours complexe. Ou tiens, là, ça me parle. Je vois des liens avec des choses que je fais déjà. Est-ce qu'il y a des éléments? Oui, vas-y, Céline. Moi, du coup, en fait, j'ai une question, mais je ne sais pas vraiment si ça a un rapport. Bon, je vais quand même la poser. Tant pis, je m'excuse d'avance. Mais en fait, j'aimerais savoir le fait qu'on doive remodéliser nos acquis d'apprentissage. Est-ce que ça implique qu'on va devoir repenser aussi le système de cours, c'est-à-dire TM, cours magistraux, TD, TP, et peut-être passer par du coup un format de cours qui change drastiquement, ou alors est-ce qu'on conserve l'ancien format et on doit l'adapter à l'approche? C'est aussi ça comme question que je me pose, parce que si on garde l'ancien format CM en se disant bon on aura l'approche par compétence avec les TD et les TP, et on garde les CM pour le savoir et la base, on reste quand même un peu à côté de notre approche par compétence, et du coup est-ce que ça va être aussi accepté par la communauté pédagogique de changer du coup ce format de cours de façon aussi drastique? Il y a un aspect institutionnel là-dedans, effectivement, sur lequel je dirais je n'ai pas de pouvoir. Je peux vous donner des exemples de lieux où ça ne se fait pas sous un format très
ou uniquement classique CM, TPTD, et même certains vous diront qu'en CM, on peut encore faire ce qu'on veut, hein, une fois qu'on y est. C'est surtout un découpage administratif, et qu'en TP ou en TD, certains collègues font parfois des exposés magistraux pendant plus de temps que de temps d'exercitation. Mais en effet, si on veut aller au bout de la démarche, il y a quelque chose dans l'ordre de la révision de nos stratégies pédagogiques. Et je pense qu'il faut parfois se méfier des statuts très collés CM, TPTD qui nous donnent l'impression que notre carré de sable est très limité. Souvent, on va me dire, oui, mais dans les CM, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils sont en amphi. Et là aussi, il ne faut pas confondre le lieu, qui est l'amphithéâtre, et la stratégie, qui serait le cours magistral. On a des collègues qui, devant 8 étudiants, donnent un cours magistral très classique du terme exposé, et on a dans des amphis, je pense à Jean-Charles Caillé qui fait de la classe inversée avec 500 étudiants dans son amphithéâtre. Donc je crois qu'il faut accepter qu'on puisse revoir nos pratiques, mais tu as tout à fait raison, si on va au bout de la démarche, ça veut dire au moins ouvrir la boîte. Après ça, bien évidemment, on va le faire de l'ordre de ce qu'on doit faire, ou de ce qu'on peut faire. On est tous réalistes qu'on va avoir des contraintes. Mais je pense qu'au début, il faudrait qu'on puisse au moins se donner la liberté de pouvoir penser en dehors de la boîte. Ce n'est, à mon avis, qu'avec ça qu'on va vraiment pouvoir évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui voulaient réagir ? Moi, j'avais l'impression, Christelle, en t'écoutant, que tout ce que tu nous as évoqué comme prise en compte aussi d'enjeux de travail collaboratif, d'enjeux de thématiques, etc., que ça se formulait dans les composantes essentielles de la compétence. C'est ça, en fait? C'est bien, c'est à ce niveau-là qu'on intègre tous ces contextes. Effectivement. On va rentrer, alors je peux vous le montrer, hein, à quel endroit on va le rentrer. Laissez-moi juste une seconde, je vais vous... si on le regarde, les éléments de contexte, on va pouvoir, au niveau des éléments de composantes essentielles, amener des éléments. Et vous allez, dans les familles de situations, aussi être attentif à voir ces contextes-là, puis accepter qu'il y a peut-être des contextes dans lesquels on n'ira pas comme programme. On peut très bien faire le choix. À nouveau, je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai fait psycho à la base. Il y a plein d'étudiants qui, à l'issue de leur parcours en psycho, de la maîtrise en psycho, s'en allaient dans le domaine pharmaceutique, parce qu'à l'époque, c'était un domaine où il y avait de la place. Mais les études de psycho ne menaient pas à aller là-dedans. Il n'y avait pas de contexte autour de ça. Puis, c'est tout à fait correct d'accepter qu'il y ait des étudiants qui sortent de ce qu'on a prévu, mais nous, à un moment donné, on va baliser, on va faire des choix. Donc, effectivement, au niveau des composantes essentielles, des familles de situations, on va aller préciser nos compétences. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Oui. Non, j'y pense parce que la problématique actuelle qui est de comment monter en compétence nos étudiants sur les enjeux de la transition écologique. Est-ce que ça, pour l'instant, la solution qui est communément adoptée, c'est d'intégrer un cours dédié à ces connaissances et à cet apprentissage, on va dire. Oui. Est-ce que dans une approche par compétence, ça serait de dire ça doit se disséminer tout au long pas forcément tout au long et pas forcément dans toutes, mais est-ce que ça doit se disséminer sur le parcours d'apprentissage d'une compétence plutôt que d'en faire un élément isolé? Mais je pense que c'est... Et puis là, je vais être très dans une forme aussi d'opinion personnelle par rapport à ça. Je pense que le danger de le penser comme un élément isolé, c'est qu'on va en refaire un élément de connaissance. Et on l'a vu dans plusieurs cours, dans plusieurs établissements, avec l'obligation ministérielle. Il y en a qui ont dit, bon, c'est pas compliqué, on va aller mettre un cours, ça va valoir autant de CTS, puis on a réglé la question de la transition écologique. Alors que d'une part, à mon avis, ça ne répond pas bien aux attentes des étudiants parce qu'ils sont extrêmement sensibles à cette question-là, beaucoup plus que ce qu'on a pu l'être. Alors peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, certains plus expérimentés, mais c'est vraiment un enjeu pour les étudiants. Et je pense en plus que le fait de ne le voir qu'à travers une activité pédagogique intentée en disant c'est réglé, on va passer à côté de la cible. Donc je pense qu'il va falloir dans tous nos programmes de formation se demander comment cette question de la transition écologique, on l'a traduit
en éléments de compétences, non pas juste en éléments de contenu, mais en termes de posture par rapport à des éléments de compétences, et comment donc on va la travailler tout au long du cursus. Peut-être qu'on aura un focus à un moment donné sur certaines choses, mais on parlait des IA typiquement tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on pourrait éliminer le fait de mobiliser les IA et de penser transition écologique. Et je pense que ce type de questions et de compétences beaucoup plus larges qu'un élément de contenu devrait apparaître au long de la trajectoire de développement dans les différents programmes et peut-être même à plusieurs reprises dans une perspective de compréhension. J'accompagne à l'heure actuelle le Centre universitaire de formation à l'environnement et c'est vrai qu'il y a parfois une vision des étudiants qui peut sembler très contenu dépendant, mais eux, ils veulent amener cette perspective critique en disant, tu sais, c'est pas parce que parfois on nous a tout le temps dit que telle énergie était moins polluante, elle amène par contre toute une série d'enjeux et je pense que les enjeux de transition écologique dépassent un simple contenu de cours et devraient être positionnés effectivement dans plusieurs éléments de compétences, à mon avis. Oui. OK. Christelle, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être passer à la clôture de cette conférence en te remerciant vraiment toujours beaucoup, Christelle, pour ton enthousiasme, pour aussi ta motivation à nous faire nous poser des questions et à nous emmener, à nous embarquer dans cette démarche. Ouais. C'est un grand plaisir. Puis vous n'hésitez pas, en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer par Frédéric. On va faire relais, puis on va voilà, je rappelle l'adresse, l'adresse du sup@unif-paris13.fr. On est vraiment à votre disposition. Hein, c'est notre rôle ici, dans le cadre d'accompagnement, de coordonner les différentes actions et les interventions de Christelle. Je pense que la prochaine fois, je rappelle le rendez-vous, c'est le 19 novembre à 15h. Et je propose de commencer à dévoiler aux collègues notre espace numérique SUP qui va pouvoir aider à concrétiser cette mise en œuvre de la démarche. Donc le 19 novembre. Merci beaucoup à toutes et tous. À bientôt, Christelle. À bientôt.